aujourd'hui, on va parler du chapitre 4 du Hobbit. Voilà, je vous montre ici. Hop là. Sur la colline et sous la colline. Je sais plus si tu l'as dit, mais Tales of the Shire, tu le verras. Ah oui, Romestamo, le jour où il sort, je suis dessus tous les jours. Voilà. Exactement, Juju. Exactement, c'est très important. C'est très important, justement. C'est vraiment les épées là qui ont un gros impact, en tout cas, sur la manière de réagir des gobelins. Ce qui est logique. Bon, installez-vous bien. Vous reste 1 minute pour aller chercher à boire, petits biscuits, popcorn. Allez chercher votre édition du Hobbit, si vous le souhaitez. Bonne analyse, je repars en terre de milieu. Merci Eloro, profite bien, gros bisous. Je viens de me rendre compte que j'ai raté le chapitre 1. Où était mon post-it? Ah, bah il y a la rediff. Je pense que je le prendrai aussi, Tales of the Shire. Mais franchement, j'ai hâte. Mais oui, elle profite bien, passe une belle journée. Continue de nous faire rêver de la Terre du Milieu avec toutes tes photos. Bref. Rappelez-vous, dans l'épisode précédent, le chapitre dans lequel on était, c'était le fameux moment où Bilbo arrive à Imladris, Faucombe, Fordeval, Rivendell, bref, où finalement ils ont une sorte de pause et Bilbo est, on va dire, trouve que là il aurait pu très bien, enfin que son côté Bessac, hein, parce que ça c'est vraiment une conception hyper centrale, c'est le fait que Bilbo il est torturé entre ces deux parties, son côté Bessac qui vient de son papa, donc son côté Saquet qui veut une vie de hobbit calme et simple, et son côté Touk qui cherche l'aventure, voilà. Donc nous étions à Faucombe ou Fandeval, hein, la dernière maison hospitalière, et c'est une sacrée frontière. Si vous voulez, après Imladris, c'est terminé, quoi. Il y a en gros plus rien vraiment d'accueillant. Vous arrivez vraiment dans la nature. En fait, si vous voulez des maisons, des auberges et des choses, faut retourner vers l'ouest. Hein. Plus vous allez vers l'est, et c'est terminé, vous ne trouvez plus rien. Et donc, c'est comme si, Imladris, Gandalf l'explique, hein, c'est comme si on était aux confins de la nature. C'est vraiment la frontière, quoi. C'est vraiment la dernière halte avant l'aventure absolue. Et la maison d'Elrond, c'est quand même un lieu très paisible, hein, avec un certain confort. Et rappelez-vous, il y a beaucoup de légendes quand même, et des légendes parfois dramatiques qui y sont. Et c'est l'endroit d'où commencent des chemins qui peuvent être difficiles et dangereux, des chemins tortueux, solitaires et long. Et ce statut un petit peu transitoire de Fandeval, c'est une dimension plus marquante chez Bilbo, alors qu'il se prépare à poursuivre son voyage. En gros, c'est comme si ce qui était à l'ouest et quand même ce qu'ils ont eu comme aventure, notamment avec les terres solitaires et les trolls, c'était comme si c'était simple, quoi. C'était pas vraiment des aventures. Pourtant, ils ont déjà passé un mauvais quart d'heure, mais c'est comme si c'était presque un danger de pacotille. Et en fait, Bilbo, lui, il pense déjà avoir vu le danger, mais en fait, là, ses aventures, alors que même il a vécu quelque chose, c'est comme si ça n'avait pas commencé, en fait. Bilbo, il a une sorte de naïveté quand il est encore sur la route vers la maison d'Elrond. Et dites-vous qu'à un moment, il va voir une montagne et il va même demander « Ah, c'est ça la montagne ?» Parce qu'il pense limite qu'ils sont déjà arrivés, quoi. Il est très naïf dans sa perception, en fait, de la quête, mais aussi du danger. Donc voilà. Et quand Balin lui explique
que ça, c'est... Enfin, qu'il y a des plus gros dangers, notamment un dragon qui les attend, Bilbo, il se sent déjà beaucoup plus fatigué qu'il ne se souvenait l'avoir jamais été. Vraiment, il repense très souvent, hein, c'est son refuge, hein, ça on en a déjà parlé, c'est déjà arrivé plusieurs fois déjà ici en 4 chapitres, que Bilbo se sente plus fatigué, enfin voilà, qu'il se réfugie, il se réfugie dans sa colline, dans son smial, pour justement se réconforter. Merci Ayanabis, merci beaucoup. Et donc Bilbo, il est tiraillé entre le fait qu'il est encore fort naïf et entre aussi le fait que il pense déjà que les aventures qu'il a vécues, c'était des... Voilà, ça allait. Mais le calme de sa maison est quand même bien loin. Bilbo, il est pas franchement, c'est pour ça que l'évolution de ce personnage est hyper intéressante, parce que vraiment, en fait, il va toujours aller devoir chercher plus loin des ressources en lui pour tout ce qui lui arrive, parce qu'il s'attendait pas du tout à cette aventure, en fait, à chaque fois. Et en fait, une fois que Bilbo passe la maison d'Elrond, on a vraiment l'étendue de la séparation avec son chez lui, cul-de-sac, etc. Donc là, il faut imaginer que les nains, enfin la compagnie, est en train de gravir les montagnes. Voilà, ils gravissent le col. Et en fait, là, Bilbo, il sait que son pays sûr et confortable, c'est son petit troupe de hobbits, se trouve quelque part dans le panorama qu'il voit, mais qu'ils sont vraiment très 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 loin à l'ouest, et que là, il était éloigné, quoi. Et Tolkien, avec le titre du chapitre, c'est comme s'il soulignait une certaine méconnaissance du monde dans lequel Bilbo a pénétré. Parce que ça s'appelle... Voilà, je redis le titre, hein, mais ça s'appelle « Sur la colline et sous la colline ». Donc là, on est vraiment, en fait, dans un endroit où Tolkien décrit le voyage de Bilbo à travers les montagnes. Et ce qui va se passer après comme aventure, hein, dans les profondeurs, comme un passage, en fait, ils sont au-dessus, par-dessus, enfin sur la colline, et puis sous la colline, sous la montagne, quoi. Et sous la colline, vous le savez sans doute, c'est l'adresse du domicile de Bilbo. Voilà, cul-de-sac se trouve sous la colline. Mais en fait, il y a un contraste super fort entre le fait de se reposer paisiblement sous l'une des collines et être traîné par des gobelins sous l'autre. Voilà, il y a une très grosse dualité déjà là, et le titre est vraiment très très bien choisi. Bref. La distance qu'il existe entre ce nouvel environnement et l'ancien foyer, c'est géographique, mais c'est aussi un monde totalement étranger, un monde d'aventure, et où on a même des géants de pierre qui surgissent à l'arrière-plan et se balancent des pierres l'un sur l'autre pour s'amuser. Ces créatures n'ont pas l'air spécialement hostiles, hein. Elles rigolent et ils semblent s'amuser vraiment. Mais le truc, c'est que c'est quand même des géants. Et voilà, si vous tombez ou autre, c'est... En gros, un des membres du groupe peut se faire soulever par un géant et être propulsé dans les airs et devenir un ballon de football, quoi. C'est pas non plus le climat le plus rassurant. Surtout que, parlant de climat, c'est horrible ce qu'ils vivent. C'est la drache nationale. C'est vraiment la drache avec des orages et c'est horrible. Ils sont trempés, mouillés, c'est la catastrophe. Bref, le climat en montagne, c'est horrible. Il y a la foudre qui éclate sur les sommets. Il y a les rochers qui tremblent. Il y a des gros fracas qui fendent l'air. Et en fait, dans chaque creux, chaque caverne, il y a des bruits, quoi. L'obscurité, c'est une lumière vive qui arrive à certains moments, qui brise cette obscurité, et puis il y a un bruit, mais terrible, quoi. Et en fait, Bilbo, enfant des terres paisibles, lui, il avait jamais imaginé quelque chose de pareil. Et là, c'est la nature. Shikaruko, merci beaucoup pour le follow. Tant qu'ils ne fendent pas le val. Exactement, Romestamo.
Alors, pendant qu'ils sont voilà, en train de traverser ce col, hein, ils arrivent à trouver, enfin, c'est Philly et Killy qui trouvent une grotte. Et cette grotte, en fait, n'est autre que le hall d'entrée qui mène à Goblinville. Et donc, voilà, c'est assez... Ça ressemble quand même à ce que vous pouvez, enfin ce que vous voyez dans les films, hein, les hobbits qui sont, enfin les nains qui sont, voilà, qui sont emmenés par les gobelins, qui sont capturés, amenés devant le roi gobelin. Voilà, vous avez plus ou moins le décor, quoi. Donc Bilbo il est dans l'embuscade tendue par les gobelins. Attention, je tiens à le signaler, les gobelins ici c'est synonyme d'orc. Hein. Chez Tolkien, gobelins et orc c'est la même chose. C'est juste que Tolkien les appelait gobelins au moment de l'écriture du Hobbit, mais il en est venu à justifier dans ses textes qu'il préférait orc, hein, puisque orc est plus elfique et ressemble plus aux mots que les peuples peuvent dire, puisque si vous prenez l'épée donc de Thorin, hein, Orcrist, ce qui veut dire voilà, le pourfendeur à gobelin, orc c'est pour gobelin. Donc c'est synonyme. Faut vraiment pas imaginer juste des petites créatures dégueu, c'est vraiment la même chose, quoi. Et coucou Pride et le Lulu, bonsoir. Ouais, mais ça c'est le chapitre suivant, Juju, c'est pour ça que mercredi, vraiment soyez présents, parce que c'est le chapitre où Bilbo rencontre Gollum, mais ça par contre, ça va être quelque chose. Là on est vraiment avec l'altercation avec les gobelins, et enfin le moment où il rencontre les gobelins, et où il va y avoir l'altercation avec les gobelins, quoi. Et coucou Smebou. Donc, en gros, même après leur aventure, il n'y a plus de poney, plus de nourriture, bref, il y a des gobelins en colère, et en fait, les choses sérieuses commencent pour Bilbo à partir de cette escapade. Alors, on a droit ici, dans ce chapitre 4, à un petit hobbit hein, qui est totalement effrayé, dépaysé. Mais il convient quand même de noter que Bilbo n'est pas plus bouleversé que ses collègues nains, quoi. Voilà. Eux aussi ne sont pas rassurés des géants. Qui jouent devant eux. Il y a un malaise. Ils sont pas... voilà, ils sentent aussi l'oppression, quoi. Plus tard, quand ils fuient les gobelins qui sont à leur poursuite, on a quand même les nains qui, d'un coup, paraissent plus professionnels et confiants. Et Bilbo qui évidemment relance sa phrase « Oh, mais pourquoi ai-je quitté mon trou de hobbit hein ?» Et Bombur qui est en train de porter Bilbo, ça c'est important, qui se moque de lui « Oh, mais pourquoi ai-je amené un misérable petit hobbit à une chasse au trésor ?» Bref, en fait, la situation actuelle, c'est... Enfin... Voilà, il essaye de dédramatiser le truc en disant que c'est qu'une chasse au trésor, mais en fait, Bombur est là, enfin, les nains ont l'air de gérer un peu mieux, mais ils sont désemparés aussi. En fait, c'est... Le narrateur nous dit à ce moment-là que Bombur titubait et la sueur lui coulait du nez sous l'effet de la chaleur et de la terreur. En fait, on donne l'impression que les nains s'en sortent mieux, mais en fait, ils sont dépassés comme Bilbo, eux aussi. Bref. Ce qu'il faut aussi retenir, c'est que pendant tous ces dangers de ce chapitre-là, Bilbo apporte quand même une contribution en tant que membre de la compagnie. Parce que lors de l'accident du troll, il n'y a pas vraiment de positif, si ce n'est voilà, la découverte de la chance, de la clé par terre. Mais voilà, avec les trolls, on ne peut pas dire que Bilbo ait vraiment joué un rôle incroyable dans la résolution de la situation. Et c'était quasi inexistant, quoi. Voilà, et en se faisant prendre, il a failli faire tuer tous les nains, hein, quand même. Hein. Mais dans la grotte ici des gobelins, Bilbo, pour la première fois, il agit et sauve la situation.
En gros, Bilbo va se réveiller et crie une seconde avant que les gobelins ne les attrapent. Donc, en fait, le narrateur va même commencer à dire « Il s'est avéré que c'était une bonne chose cette nuit-là, qu'ils aient emmené le petit Bilbo avec eux après tout. Et comme dirait le narrateur, pas pour la dernière fois. » Donc si vous voulez, ils étaient en train de se reposer dans le hall d'entrée et Bilbo va se réveiller en fait. Bon, ils vont être tous capturés, mais Bilbo va quand même avoir cet élan de se réveiller et en fait se rendre compte qu'ils vont être capturés quoi. Et coucou Zozomalis. Voilà. Donc voilà, Bilbo commence à prendre un petit peu... voilà, petite contribution quand même. Et si vous voulez, ce qui est assez particulier avec le moment où justement Bilbo se réveille, c'est qu'il il fait un rêve en fait. Et ça, faut vraiment le mentionner. Parce que c'est pas la première fois que Bilbo rêve hein, dans le livre jusqu'à présent. La première fois, c'était dans le premier chapitre, où on nous dit que justement, dans son rêve, il entendait le chant des nains en s'endormant et que ça lui avait donné des rêves assez inconfortables. Et là, on ne sait pas vraiment... Enfin voilà, on ne sait pas de quoi, dans le chapitre 1, de quoi il arrivait, mais on a vraiment un malaise qui est présent, notamment avec son conflit intérieur. Hein. Vous savez, Sakei, Besak et son côté Touk, hein, qui sont en contradiction et qui étaient en duel fratricide, là. Et là, on a un autre rêve qui pourrait être également lié à son état intérieur, en fait. On ne sait pas exactement de quoi il arrive non plus. Mais on a quand même plus d'informations dans la vision finale de son rêve où il a l'impression de commencer à tomber, Dieu sait où. Comme Alice hein, dans le terrier du lapin. Et l'impression que sa vie lui échappe, hein, bien évidemment, dans un nouveau monde totalement effrayant. Mais il y a surtout dans son rêve une fissure dans le mur au fond de la grotte qui s'agrandit de plus en plus. Voilà. Et le narrateur ne le confirme pas, mais on dirait que c'est exactement en fait ce qui se passe dans la réalité. En fait, Bilbo, dans son rêve, est en train de décrire ce qui se passe devant lui. Alors le rêve de Bilbo, c'est un rêve authentique qui lui révèle le danger imminent et qui lui permet de se réveiller et de donner son avertissement. Voilà. Alors on n'a pas toutes les informations sur le rêve de Bilbo, hein, vraiment ici, mais voilà. C'est assez... c'est un moment un peu suggestif, quoi. Il est concevable qu'il dormait peut-être pas vraiment au début et qu'il voit ce qui se passe dans la grotte comme un rêve avant de sombrer dans un véritable rêve où il chute. Mais on peut imaginer qu'en fait, Bilbo ait vraiment reçu une sorte d'avertissement dans son sommeil, un aperçu de ce qui se passe dans le monde éveillé, auquel il est ramené ici dans un sursaut terrible, juste à temps pour crier un bon coup, quoi. Et si vous voulez, la fissure que Bilbo il voit s'ouvrir dans son rêve, ça introduit un personnage, en tout cas une race, un peuple hyper important dans tous les récits de Tolkien, c'est les gobelins ou les orques, comme Tolkien les appellera dans Le Seigneur des Anneaux. Alors, bizarrement, c'est encore... On est au chapitre 4, c'est encore une nouvelle race qui nous est présentée. On a les hobbits, on va dire les nains, chapitre 1. Chapitre 2, on a les trolls. Chapitre 3, c'est les elfes. Chapitre 4, ici, c'est les orques. Bref, on a l'impression qu'en fait, il y a une nouvelle race de créatures. Mais surtout, ce qui est marrant, c'est que à chaque fois, quasi, il y a une chanson. Un chant qui leur est propre, peu après que Bilbo les ait rencontrés. Les gobelins, donc, ont une chanson aussi dans le chapitre, que je vais vite vous lire pour que vous l'ayez en tête, bien évidemment. Alors, cric,
crac, à l'attaque. Serre, tord, pince, mort, file, file à Goblinville, tu vas mon gars. Clic, clac, squick, squack, pique et pioche, marteau et roche, big bang dans la montagne. Haha mon gars. Flic, flac, le fouet claque, bas, blesse, frappe, fesse, criaille, fripouille, travail, andouille. Sans répit, les gobelins rient, tout partout, loin en dessous, en bas mon gars. Voilà, donc vous voyez, c'est vraiment... voilà, c'est un truc qui ressemble un peu de manière cryptique à ce qu'on a eu avec les elfes, hein, juste avant, hein, dans le chapitre précédent. Truc qui paraît un peu bizarre, mais si vous regardez le premier couplet, le saisir, voilà, serre, tord, pince, mort, file, file à Goblinville, c'est ce qui se passe. En gros, il les attrape, il y a un à l'attaque, c'est vraiment à l'attaque, on attaque le groupe, pince mort, et hop, tous à Goblinville. Et donc, on est vraiment là sur le début de l'intrigue, quoi. Alors, ce verset raconte l'histoire, en fait, de la capture des nains en des termes vraiment plus que simples, hein. La fissure, l'île saisir les nains, et emmène tout le monde à Goblinville. Et le style d'écriture nous en dit long. C'est vraiment basé sur l'action, quoi. On a beaucoup de verbes, hein, qui sont à l'impératif présent. En gros, c'est comme si les gobelins aimaient revivre l'action, quoi. Voilà, revivre l'instant, savourer l'action. Bref, c'est simpliste et direct. Et si vous voulez aussi, tous les mots sont assez courts. Cric-crac, voilà, le cric-crac, serre, tord, file, file, clic-clac, squick-squack. On est vraiment sur des mots simples. Simple, presque, c'est des monosyllabes, quoi. Un peu comme des onomatopées. Et même les bruits choisis, genre les cric-crac, clic-clac, c'est aussi des consonnes avec un peu de l'explosion, en fait, comme si c'était violent aussi. C'est un vers qui sonne vraiment la cassure, quoi. Et là, on est déjà... on passe à un truc beaucoup plus violent que juste... ben voilà, on attaque, on serre, on mord. On est sur clic, clac, squick, squack, pique et pioche, marteau et roche, big bang dans la montagne. Là, c'est déjà un petit peu plus violent. C'est la culture gobeline, pardon, qui est montrée. Ce sont des artisans. Et elle fait... On peut voir un écho à la première chanson des nains dans le premier chapitre où justement l'art de la forge des nains était mis en avant. Hein, où on disait qu'il y avait les marteaux qui tombaient et les cloches qui sonnaient, etc. Dans les salles creuses sous la colline. Bref, les nains ont aussi ce côté montagneux, marteau et artisanat que les gobelins semblent aussi avoir. En lisant cette strophe de culture gobeline. Alors, le narrateur va plus loin, faire un lien. Il explique que les gobelins peuvent creuser des tunnels et des mines aussi bien que n'importe quel nain, sauf les plus habiles. Et en fait, les nains et les orques sont en fait des fabricants d'armes et outils. Ils ont l'air d'avoir pas mal en commun, en fait, professionnellement parlant. Ils ont l'air d'avoir l'artisanat, on va dire, proche. Alors, tout comme dans le chant des nains, premier chapitre, on a en fait le désir du cœur des nains qui est révélé, avec cette envie de récupérer le trésor et leur montagne. Le troisième couplet de celui des gobelins, c'est le véritable cœur des gobelins. C'est flic-flac, le fouet claque, bas,
Bas, blesse, frappe, fesse, cric, craille, fripouille, travaille en douille, sans répit, les gobelins rient, tous partout, loin en dessous. En bas, mon gars. Et donc encore, on a... Là, il n'y a plus de martèlement, plus de marteau, plus d'artisanat, c'est des... des claquements de fouet, quoi. C'est pas, en fait, un artisanat de plaisir, comme les nains. Mais ça a l'air d'être de faire travailler d'autres à leur place, en fait. Le narrateur explique que les gobelins ne se donnent généralement pas la peine de forger ou d'extraire eux-mêmes. Ils préfèrent les prisonniers. Ils préfèrent exploiter les prisonniers et les esclaves qui doivent travailler jusqu'à la mort par manque d'air et de lumière. Donc en fait, les orques ressemblent un peu aux nains, mais on a déjà une autre différence là. Ils sont à la fois cruels et paresseux, comme le montre le verbe qu'on a sur le travail et voilà, avec sans répit, travaillant double, sans répit, les gobelins rient, etc. Et donc, on peut vraiment imaginer, genre, les gobelins en train de se prélasser et de se, avec un petit cocktail et qui se moquent de leurs esclaves, quoi. Et ce qui est marquant, c'est que c'est comme si les gobelins prolongeaient dans la chanson ce moment, quoi. Encore une fois, comme ils aiment revivre l'action, ben là, même le truc de profiter, de savourer l'instant se voit dans le moment où ils sont allongés en train de profiter de l'instant. Donc ils sont vraiment, vraiment les gobelins, là, ils sont en mode carpe diem. C'est terrible. Alors, on pourrait voir que ce plaisir justement des gobelins pour ça pourrait aussi nous rappeler un petit peu la joie que les elfes ont pour le monde qui les entoure. Alors que c'est deux joies totalement différentes, hein. Mais c'est une chanson aussi très loufoque chez les elfes. Hein. Rappelez-vous le tralali, tralaler, là, trollololiol. C'est très rigolo comme message. Et on a vu, bien sûr, que le poème allait beaucoup plus loin et qu'il était beaucoup plus sensé, etc. Mais ça reste très joyeux quand même comme message. Comme ici, en fait. Là, mais c'est un joyeux pour le peuple et pas... Enfin, vous voyez, c'est un joyeux pour les orques, quoi. Voilà. En fait, les gobelins éclatent aussi de rire dans leurs chansons. Hein. Ils font haha, mon gars. Ils sont vraiment aussi en mode rigolo, comme les elfes dans le chapitre précédent. En fait, là, les orques, ils rigolent du pouvoir qu'ils ont sur les gens, de leur capacité aussi à pouvoir détruire ou à faire souffrir. En fait, le plaisir des orques, là, il est aussi pervers et écœurant que celui des elfes est innocent et finalement sain comme on l'a analysé. Comme on l'a vu ensemble à la dernière analyse. Donc c'est hyper chouette et très parlant. Que ce soit le chapitre juste après, qui soit en parallèle. Les gobelins ont de l'humour. Ils ont de l'humour un peu pervers, hein, et malsain, et voilà. Il fait bon vivre à Goblinville. Ouais, il fait bon vivre. Viens rigoler à Goblinville. Bref. La relation entre les gobelins et les nains, par contre, elle est quand même beaucoup plus complexe que ça. Hein. Ils sont différents, même si, voilà, il y a la forge qui est commune et la montagne. Il reste quand même là assez différent. Le chant des nains, c'est la beauté des œuvres et enfin, voilà, c'est la beauté comme les étoiles enfilées sur des colliers d'argent et le feu draconique accroché aux couronnes. Enfin, vous voyez, c'est vraiment joli. Alors que chez les gobelins, on est plus sur l'ingéniosité pragmatique, avec des actes de cruauté. Ça fabrique pas des jolies choses, mais plutôt des instruments de torture, quoi. Et surtout...
Le narrateur suppose qu'ils ont inventé certaines des machines qui ont depuis troublé le monde, notamment les dispositifs ingénieux permettant de tuer un grand nombre de personnes à la fois. Voilà. Les gobelins, contrairement aux nains, sont très pragmatiques dans les projets qu'ils entreprennent. Ils sont pas débiles, hein, les gobelins. Les nains comme les orques, hein, ils sont associés aux ténèbres et trouvent leur refuge dans les profondeurs de la terre. Les nains, dans le chapitre 1, rappelez-vous, disent à Bilbo qu'ils aiment l'obscurité quand il n'y a plus de feu. C'est le moment où justement où c'est propice pour les discussions de sombres affaires, en fait. Et le lien des gobelins avec l'obscurité est bien plus profond que celui des nains, ça va de soi. Les gobelins s'entourent d'une obscurité profonde, telle que seuls les gobelins qui ont élu domicile au cœur des montagnes peuvent l'apercevoir. En fait, les gobelins n'aiment pas juste l'obscurité, c'est qu'ils y sont liés et qu'ils ne supportent pas le soleil. Attention, hein, ça c'est dans le Hobbit. Parce que dans le Seigneur des Anneaux, ça a évolué. Ça a évolué dans le sens où certains orques arrivent quand même... En fait, c'est pas qu'ils ne peuvent pas aller au soleil, c'est que ils sont affaiblis au soleil. Disons que dans le Hobbit, c'est vraiment... Ils peuvent pas aller au soleil, quoi. C'est interdit. Alors que dans le Seigneur des Anneaux, ça évolue déjà un petit peu plus avec... voilà, l'obscurité, ils n'aiment pas ça. Hein, ça c'est... Enfin, le soleil, ils aiment vraiment pas ça. Ça les affaiblit, mais c'est pas qu'ils brûlent... ou qui deviennent un sapin de Noël comme ça, quoi. Il y a quand même une différence. Donc en fait, les nains, ils sont quand même pas aussi étroitement liés aux ombres que les gobelins, mais ça en reste aussi des créatures qui aiment l'obscurité. Donc il y a deux formes, voilà, d'amour de l'obscurité et de créatures qui vivent dans les montagnes. Alors, cette obscurité à laquelle les nains sont associés, elle est pas enfin voilà, elle n'est cependant pas littérale, pardon. Et lorsqu'il qualifie les affaires de sombres affaires, c'est plutôt pour dire qu'elles sont, voilà, secrètes, mais elles paraissent sinistres pour Bilbo, à ce moment-là, qui, dans le chapitre 1, veut chercher une lampe. Et si le cœur des gobelins est profondément empreint de cruauté, de torture, méchanceté et autres, il faut aussi se rappeler que les orques ils ont un petit penchant pour la vengeance et la possessivité. Thorin et toute la bande, ils sont pas si mauvais que ça. Ils sont capables d'affronter les gobelins à leur niveau, sous terre, à l'abri du soleil. Et, ça c'est important, les nains ont autrefois mené une guerre contre les gobelins en représailles du meurtre de leur roi et capitaine, Thror, le grand-père de Thorin. Et là c'est... Sachez que ça rentre pas dans les détails. Hein. Dans le Hobbit, ça rentre pas dans les détails. Si vous voulez tous les détails de la guerre des orques et des nains qui a duré 9 ans, qui arrive à son paroxysme avec la bataille d'Azanul-Bizarre ou Nandorion, donc la porte est de la Moria, où vraiment là, on a Azog qui se fait démonter, déboîter la tête par Dain Pied-de-Fer. Ça, c'est pas mentionné, voilà. Il y a ça qui est là, et qui est sous-entendu. Rien n'est expliqué vraiment, hein, juste 2-3 indications comme quoi il y a une rancœur entre les nains et les orques. Hein. Et en fait, il y a un côté de vengeance de la part des orques. Ils veulent se venger. Comme les nains ne supportent pas les orques, mais les orques ne supportent pas les nains. Et la triste vérité, c'est que lorsque les gobelins vont poursuivre Gandalf et les nains, avec un acharnement certain, à la fin du chapitre, il les traque pour une bonne raison, le châtiment du meurtre du grand gobelin. L'histoire de la bataille, le Lulu. Appendice A, Seigneur des Anneaux, le peuple de Durin. Et coucou à ceux qui arrivent. Donc là, on a vraiment une rancœur entre deux races qui est
latente et qui n'est pas expliquée. Et dites-vous que quand vous lisez Le Hobbit en 1937, vous n'avez aucune idée de ça. Tolkien n'a même pas encore écrit sur ça. Pourtant, il laisse sous-entendre qu'il y a eu une guerre, etc. Et tout ça, en fait, ça arrive plus tard dans le Seigneur des Anneaux. Et ça, c'est fou. Voilà. Et néanmoins, malgré toutes les similitudes qu'il y a, et merci pour le follow, merci pour les follow en tout cas, merci. Tolkien, il met aussi l'accent sur les différences entre les gobelins et les nains. Il y a des différences hein, notamment point de vue de chanson. Hein. Voilà, je rentre pas trop dans les détails au niveau de la chanson, hein, mais c'est vraiment, voilà, si vous voulez, on a, au niveau des strophes, encore une fois, hein, on a celle que les nains chantent dans la cuisine de Bilbo au chapitre 1, on a Tournoyant dans la cuisine ordonnée, on a les nains qui chantent hein, la chanson de la vaisselle, si vous voyez, c'est ce que monsieur Bilbo Baggins déteste, hein, voilà, et oui, c'est ça. Quand on compare avec celle des gobelins ici, c'est encore très... Enfin, c'est assez similaire et pourtant différent. On a encore des verbes hein, qui sont très, très courts dans les deux textes, etc. Enfin, voilà. La chanson des nains parle aussi de violence, mais pas de violence avec des victimes. Hein. C'est briser les bouteilles, brûler les bouchons, plier les fourchettes, émousser les couteaux. Enfin, vous voyez, c'est des trucs qui sont... C'est un peu violent, mais il n'y a pas de victimes, quoi. Alors que chez les gobelins, c'est un chant de victimes. Bref. La violence des nains est quand même vachement plus modérée et domestique hein, que les terribles menaces des gobelins. Comme je disais, hein, émousser les couteaux ou plier les fourchettes, c'est à 1000 lieues d'un rire moqueur, alors qu'un esclave est battu et se tue au travail pour vous dans l'obscurité et la peur. Mais la plus grande différence, c'est que la chanson des nains, justement, où ils veulent taquiner Bilbo, c'est que c'est de la taquinerie. C'est pas la vérité. Ils sont en mode, c'est ce que Bilbon Saquet déteste. Et le narrateur le dit tout de suite après. Hein. Il le dit, bien sûr, ils n'ont rien fait de ces choses horribles. Bah oui, ils n'ont pas abîmé toute la vaisselle de Bilbo, ils n'ont pas tout cassé. Alors que les gobelins, ici, c'est pas la même, quoi. Dans leur chant, ils sont... C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus violent. Bref, les nains appréciaient l'agitation et l'agacement de Bilbo, mais c'est un peu mesquin. Mais ils voulaient pas blesser Bilbo, à aucun moment. Par contre, ces gobelins, voilà, ils pensent chaque mot de leur chant. Le premier couplet, c'est la revisite de la capture dans la grotte. Le deuxième et troisième couplet, c'est ce qui va se passer, hein, l'emprisonnement, la torture, l'esclavagisme des nains et de Bilbo. Ils seront battus, fouettés, ensanglantés, contraints de piller enfin de travailler jusqu'à leur mort, quoi. Et le narrateur confirme que les gobelins prévoient justement de réaliser au plus vite toutes les horreurs de leurs chansons. Ils sortent leur fouet avec un sifflement, le... Bref, les nains ressentent la peur, quoi. Le cœur des nains est peut-être teinté d'ombre, mais les gobelins sont profondément et résolument méchants, aussi sombres que l'obscurité profonde de leur trou. Là, on est vraiment sur des créatures où on dirait qu'elles se ressemblent et puis même elles se détachent, quoi. C'est... Alors... On passe à un autre sujet de l'analyse, c'est au chapitre 3, quand ils sont à Fandeval, Bilbo et les lecteurs découvrent non seulement l'aventure, mais aussi un monde de légendes et d'anciens héros, puisqu'ils rencontrent Elrond et ils vont surtout entendre parler de la cité elfique de Gondolin,
comme les lettres lunaires hein, qui sont sur la carte de Thror. Il y a toute cette empreinte de légende. C'est fort, quoi. On sait que Thorin, c'est un nain qui est important. Voilà, on le sait. Mais un nain extrêmement important, ça pouvait dire à la limite un nain pompeux ou hautain, etc. Mais en fait, le chapitre 3 nous permet de se rendre compte que Thorin, ou Thorin, c'est plus que ça. Il est non seulement le souverain exilé du royaume perdu sous la montagne, mais aussi l'héritier de Durin, le père des pères de la race aînée des nains. Parce que il faut savoir qu'au début de l'écriture du Hobbit, Tolkien, il avait vu que 2 races de nains. Enfin, que 2 clans de nains, c'est tout. Hein. C'est pas les 7 pères des nains qu'on aura plus tard. Ça a un peu évolué, ça. Hein. Donc l'histoire de Thorin et sa troupe remonte également, comme celle d'Elrond, à une histoire légendaire. Et c'est ça qui est fou. Ben, normalement, le Lulu, c'est des orques. En fait, les gobelins, ce sont des orques. Il n'y a pas de gobelins. Il n'y a pas de En fait, orque et gobelin, c'est synonyme chez Tolkien. Donc en fait, l'importance de Thorin, elle est solidement confirmée par le grand gobelin qui reconnaît son nom tout de suite et qui connaît manifestement dans des histoires à son sujet. Il lui dit « J'en sais déjà trop sur votre peuple », qu'il lui dit. Bien sûr, nous, on ne sait pas, on en sait beaucoup moins. Mais ça nous permet de se rendre compte ici que, bah oui, Thorin, c'est pas n'importe qui, en fait. Gandalf, dans le premier chapitre, mentionne quand même que le grand-père de Thorin, donc Thror, a été tué dans les mines de la Moria par Azog, le gobelin. Et Thorin fait allusion au bain de sang qui a suivi en déclarant d'un ton sombre « Nous avons depuis longtemps payé les gobelins de la Moria ». Et finalement, c'est via Le Seigneur des Anneaux et les annexes que le lecteur va en apprendre beaucoup plus sur le conflit, la guerre généralisée et terrible qui a duré des années, qui se termine par la grosse bataille d'Azanul-Bizarre. Mais en fait, dans le Hobbit, on ne sait pas c'est quoi la Moria. Théoriquement. On ne sait pas ce que c'est. Les nains tels que nous les avons rencontrés paraissent plutôt comiques et un peu incompétents. Et pourtant, rien ne laisse penser qu'au départ, leur paiement des gobelins de la Moria était plus qu'une simple escarmouche locale. En fait, la rencontre avec le roi gobelin, elle est hyper marquante parce que les histoires encore inconnues concernant Thorin et son clan et leur guerre sont méga connues, en fait. Et donc, on découvre, grâce à Imladris, Fandeval, les récits de la Grande Guerre, d'orques contre les elfes de Gondolin, où justement, ça ouvre un nouvel œil sur le conflit de Thorin avec les gobelins. Parce que le grand gobelin, le roi des gobelins, associe les mots meurtriers et amis des elfes dès le début, en fait. Audriel, merci beaucoup pour le follow, bienvenue. Et là, le pire du pire arrive, c'est quand il voit l'épée de Thorin, donc Orcrist. Les gobelins ont eux aussi préservé des histoires et des légendes de leur côté, dont une peur et une haine envers 2 épées elfiques qui ont marqué avec précision et vivacité la mémoire des orques, grâce à leurs exploits. Même les noms des épées sont restés dans la mémoire des orques, puisque, je vais vous dire exactement le terme, c'est mordeuse et cogneuse qu'ils les appellent exactement. Donc, pourfendeuse de gobelins pour Orcrist et assommoir à ennemis pour Glamdring. Donc, mordeuse et cogneuse pour eux. Et donc, c'est pas juste en fait le nom des épées Orcrist et Glamdring sont restés, c'est quasiment même que les surnoms donnés à Glamdring et Orcrist sont restés. C'est vraiment
On a déjà une animosité de la part du roi des gobelins, là, et avec la réputation de Thorin. Mais alors, là, quand il voit l'épée de l'âge des elfes, où Mordeuse et Cogneuse, là, ont tué mais bon nombre d'orques pendant les récits encore plus anciens, contre les elfes, enfin là, c'est le summum, quoi. Et là... Oui, j'ai les étymologies dans mon panier. Si tu as envie d'en savoir plus sur le langage elfique, oui. Si tu as le volume 5 de l'histoire de la Terre du Milieu, donc le livre La Route perdue, ça fait doublon, parce que c'est un chapitre de La Route perdue. Voilà. Si tu veux pour les étymologies. Sinon, si t'es pas intéressé par l'elfique, c'est pas indispensable. On sait à qui ont appartenu ces épées. Alors pour Glamdring, oui, c'est l'épée de Turgon, le roi de Gondolin. Par contre, Orchrist, non. Mais il y a des indices, on va dire laissés par-ci par-là, qui fait que certains émettent l'hypothèse qu'il s'agirait de l'épée d'Ectelion. Mais c'est jamais dit nulle part, hein. Nulle part. Il y a juste Glamdring qui est l'épée de Turgon. Oui, aussi en pocket. Exactement. L'histoire Goblin, elle est diffusée dans les livres ou il y a un livre qui en parle? Ben, en tout cas, l'histoire avec... En fait, si tu veux, le Lulu, c'est... les guerres dont je parle, celles des nains contre les gobelins, c'est noté dans les appendices des Seigneurs des Anneaux, justement, dans le peuple de Durin. Par contre, là, la grande guerre à Gondolin, hein, justement, d'où viennent Glamdring et Orchrist, ça, c'est la chute de Gondolin, et c'est raconté dans... tu as une petite version dans le Silmarillion, sinon... La chute de Gondolin, c'est dans Les Contes perdus, volume 2. Voilà. Ou alors le livre éponyme, hein, qui s'appelle La chute de Gondolin, tu auras la version de la cité là-dedans, qui se fait avoir par des légions de Balrog qui chevauchent des dragons. Tellement de fou. Bref. En fait, à mesure qu'on progresse dans l'histoire, Tolkien nous ouvre progressivement les yeux sur une histoire bien plus vaste, qui s'étend bien au-delà et autour du Hobbit, dont en fait le récit de Bilbo, c'est qu'un petit chapitre, en fait tout petit chapitre. Et en tant que lecteur, on reste concentré sur le voyage du Hobbit, qui est un peu mal à l'aise et décalé par rapport à ses compagnons nains. Mais on prend progressivement conscience qu'il y a des légendes plus vastes. Qu'en fait, petit à petit, peut-être que le Hobbit n'est qu'un arbre qui cache une forêt, en fait. Le bref aperçu du chapitre 4 du point de vue des gobelins est très éclairant. Ils voient l'un des capitaines les plus célèbres de leurs rivaux acharnés surgir soudainement parmi eux, brandissant une épée magique de leurs anciens ennemis, l'épée dont le nom se transmet par murmure depuis des siècles et qui, lorsqu'elle perçoit leur présence, brille d'une lueur haineuse dans l'obscurité de leur caverne. Bref, enfin, vous voyez le facteur plus, genre, parfait, c'était maintenant, quoi. L'histoire à laquelle Tolkien fait allusion depuis le début commence à se structurer en un grand récit, avec beaucoup de merveilles, mais aussi de l'effroi. Et finalement, comme Bilbo, on commence nous aussi à nous habituer au monde d'aventure qui s'ouvre petit à petit à nous. Rendez-vous mercredi pour des énigmes dans le noir. Le chapitre où Bilbo va faire la connaissance de Gollum et récupérer l'anneau unique. Ça va être un sacré bout. Donc vraiment, ne ratez pas mercredi. C'est le chapitre le plus important de tout le Hobbit. Mais donc voilà, c'était la fin de l'analyse de ce chapitre 4 qui est vraiment tout aussi court que celui de Fandeval. Donc vraiment désolée. C'est un peu court, mais les chapitres là, les deux chapitres ici sont plutôt courts. Le prochain chapitre est un petit peu plus long, mais ça va en valoir la peine. C'était super. Mais merci. Mais voilà, c'était évidemment cool de voir les gobelins. Ça reste cool. Et c'est vrai que dans les films, hein, ce passage, hein, enfin voilà,
le quintuple manteau tombant là du gobelin. Oh, c'est gentil, merci. Merci tout le monde. Mais je suis contente si ça vous plaît toujours. Si ça vous plaît toujours. Et ouais, mercredi, c'est le chapitre avec Gollum.